Sur cette conférence, donc, la question qui nous est posée, sur laquelle on va échanger pendant 1 heure, c'est: l'information rend-elle encore intelligent? Les défis du numérique, de la mondialisation ont transformé l'information, parfois pour le pire: infobésité, fake news, dictature du direct, de l'immédiateté, des réseaux sociaux, collusion avec les pouvoirs économiques et politiques, et donc confiance dans les médias qui s'effondre. Tout à l'heure, dans son introduction, Denis Lafay disait: on parle de dépérissement de l'information. Alors, je vous propose d'échanger sur ces thèmes pour voir en un premier temps quelle est un peu votre analyse, comment vous regardez finalement, peut-être, alors Pascal me disait c'est un peu ambitieux, comment vous regardez aujourd'hui le monde dans lequel on vit, à travers peut-être ce prisme des médias, parce qu'on peut se poser la question de savoir si les médias ne sont pas quelque part le reflet du monde dans lequel on vit. Et puis, quand même, il y a une dernière phrase qui est intéressante, et vous en êtes de parfaites illustrations: des ripostes sont à l'œuvre. Pascal, vous avez choisi, vous, de quitter France Inter, dont vous disiez d'ailleurs que c'était une station marketée, et on y reviendra, pour créer votre propre support. Éric Fotorino, vous avez été journaliste, puis vous avez dirigé Le Monde, que vous avez quitté, et aujourd'hui, vous avez créé Le 1, et vous disiez même qu'être écrivain, et je vous disais en aparté, commentateur culturel, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, du Tour de France, ça fait peut-être partie de votre mission et de votre travail. Donc voilà, je vous propose ces 2 temps de réflexion, si vous en êtes d'accord, et puis ensuite on vous donnera la parole. Alors ma première question, je la repose à travers cette vision apparemment assez délétère aujourd'hui des médias, en se disant peut-être que tout ce qui est excessif peut être un peu superficiel. Quel regard, Pascal, vous portez sur notre société, 21e siècle, monde du numérique, une époque formidable? On a combien de temps là? On a la journée ou... Non, je vous interromprai, mais on va essayer de faire ça en quelques minutes, si vous le voulez bien. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. C'est une introduction inclusive un petit peu, mais même si ce n'est pas notre sujet. Je suis ravie d'être là avec Éric Fotorino, évidemment. Non, c'est une question très très large que vous posez. Déjà, moi je m'interroge toujours quand j'entends les médias. Je sais bien qu'il faut bien employer des mots, mais de plus en plus, les médias, c'est une espèce de masse comme ça, assez peu définie, très très hétéroclite. Qu'est-ce qu'il y a en commun? De plus en plus, il y a des choses très différentes qui se cachent derrière les médias. Donc toute généralité pose d'entrée un problème, mais c'est vrai que les médias sont de moins en moins crus. On ne va même pas dire que les journalistes sont détestés, qu'il n'y a plus de confiance, c'est que nous ne sommes plus crus, ce qui est quand même un problème fondamental pour notre métier. Donc, est-ce que c'est un reflet du monde? Dans le meilleur des cas, oui, les médias, les journaux, la presse, les sites internet... tout ça, c'est un reflet du monde. Est-ce que le média doit expliquer le monde ou est-ce que le média doit ressembler au monde? Ça a toujours été un vaste débat et je crois que le monde est de plus en plus compliqué, complexe, et que peut-être que l'information est de plus en plus schématique. Donc déjà, il y a un vrai problème. Donc je pense qu'on ne peut s'en sortir... On va développer ça, mais c'est ma première idée. On ne peut s'en sortir qu'en passant du temps sur les choses, donc ça c'est pour répondre au règne de l'instantanéité, et en multipliant les sources et en étant sur le terrain. Voilà ma première réponse. Éric, vous, sur le regard que vous portez, on avait évoqué cette idée, je ne sais pas si vous allez y revenir, mais c'est aussi le regard qu'on porte sur nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Notre audience. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors d'abord, quand Pascal... disait on n'est plus cru, j'avais envie de dire alors on est cuit, alors on n'est plus cru. Mais en fait, mon regard, d'abord il change quasiment chaque jour. Je veux dire par là que j'ai pas un regard figé sur les choses. Il y a des jours, je lis un bon papier dans un bon journal, je dis ça c'est bien, et ça veut dire qu'on fait encore notre métier. Heureusement, il y a encore des journaux et des journalistes qui font leur métier. Donc je pense pas que le côté tous pourris ou tous ne nous fait beaucoup avancer. Et en effet, comme le dit Pascal, généraliser est la première erreur. Tout est spécifique. Il y a de l'écrit, il y a du parler, il y a de la vidéo, il y a de l'audio. Quelquefois, maintenant, les médias, c'est là que la confusion existe, il n'y a plus de frontières, ils font tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font tout bien, et ils se croient obligés de tout faire.
Il y a des barrières entre le payant et le gratuit, c'est évidemment qui induit des comportements, qui induit aussi probablement des stratégies de communication. Moi, j'ai tendance à dire, si vous voulez, que l'inquiétude, j'ai deux inquiétudes majeures dans le regard que je porte jour après jour sur cet univers en perpétuelle expansion, comme le vrai univers. Je sais pas, Étienne Klein en sait plus que moi là-dessus, mais c'est vrai que voilà, ce monde des médias est en perpétuelle expansion et il y a comme ça des planètes ou des petites planètes qu'on ne connaît pas et qui tout d'un coup surgissent et dont on nous dit « Ah, ça y est, c'est le modèle de demain » et que tout le reste est périmé. Donc les deux points pour moi d'inquiétude, c'est d'une part un peu la prédiction de Guy Debord dans les années 60, c'est que finalement c'est la montée de l'insignifiance. La montée de l'insignifiance, c'est qu'on nous fait croire, on tient pour important des choses qui ne le sont pas. Et on capte notre attention sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, la montée de l'insignifiance, et puis aussi, j'allais dire, qui est peut-être accolée, la montée du dérisoire. La montée du dérisoire, de l'humour ricanant, des choses dont il faut rire de tout. Non, on ne rit pas de tout. Et donc, je crois que cet aspect-là, de nous faire prendre des vessies pour les lanternes, de nous faire de complètement casser la hiérarchie entre les choses importantes et les choses qui ne le sont pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose quand même de très préoccupant. Alors bien sûr, le numérique est très présent là-dessus, puisque comme sa pulsion, c'est l'instantanéité, une information qui n'a aucun sens peut supplanter une information qui en a beaucoup, et sur laquelle on aurait eu besoin de s'apesantir, comme tu le dis Pascal, de passer du temps, parce que ce qu'on fait contre le temps se charge de l'oublier souvent. La deuxième source d'inquiétude dans l'observation du moment, et là c'est plus une inquiétude française, donc de ce qui régit les médias dans notre pays, c'est le fait qu'on fait de plus en plus de journaux, de médias d'actionnaires, de médias d'annonceurs, et très peu de médias de lecteurs ou d'auditeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gratuité dans cette dimension. Autant je suis un combattant, je suis contre la gratuité de l'information, parce que l'information, ça a une valeur, ça a un coût. Mais autant je pense que la financiarisation de cet univers, qui maintenant n'appartient plus qu'à des financiers ou des industriels, est quand même préoccupant dans cette masse-là, dans cette proportion-là. Si on dit... il faudrait quand même vérifier, mais si on dit que 90% des médias aujourd'hui sont la propriété d'une petite dizaine de milliardaires, et que j'ajoute aussitôt que les aides à la presse qui sont massivement distribuées à ces médias-là font qu'on donne de l'argent de poche aux milliardaires et qu'on ne finance pas, on n'aide pas à financer même à taux zéro avec des banques publiques, des projets d'information dignes de ce nom, là je pense qu'on marche un peu sur la tête. Voilà mes observations. Et d'une manière, des médias, on sait que la distribution est financée, donc c'est presque des supports qui sont subventionnés. Ah ben c'est complètement subventionné. Complètement, et puisqu'on parle de ça en deux mots, hein, quand c'est très compliqué, quand on crée un nouveau média numérique, les gens se gargarisent de start-up, de aide à la presse, de nouveaux médias, mais en fait, vous vous rendez compte que tout ça est très balisé et que vous ne pouvez pas avoir le label organe de presse, parce qu'il faut de l'écrit, c'est-à-dire que ces gens-là se basent quand même encore sur la loi de 1986, donc avant tous les internets du monde, hein, pour accorder éventuellement, et ça change tout, parce que la TVA passerait de 20 à 2%, donc c'est une manière d'aider, ce serait une manière d'aider les nouveaux médias. Donc les gens sont restés, le monde a beau évoluer, ces organismes sont d'une autre époque. Alors c'est intéressant ce que vous évoquez, parce que je vous le disais avant de préparer notre rencontre, j'ai essayé de questionner un peu des gens autour de moi en disant comment vous percevez toutes ces choses-là, et ce que vous êtes en train d'évoquer, je l'ai entendu quand on me dit mais finalement c'est un processus inéluctable, on a l'impression qu'on est dans un modèle de plus en plus libéral, mais qu'est-ce qui est inéluctable exactement? Cette idée que simplement on est dans un système d'offres face à une demande, face à un consommateur, et que finalement, il faut être des résistants peut-être très très particuliers pour pouvoir s'opposer à ce processus. Parce que vous dites « on », vous dites « nous », c'est qui « on » et « nous », si ce n'est ces 9 actionnaires peut-être qui sont en train d'organiser le monde de l'information d'une certaine manière. Non, ça c'est très préoccupant, parce que
Si on mettait sur le papier la situation de la France, effectivement, où les gros médias sont détenus par 9 personnes, en gros, sans indiquer où ça se trouve, on pourrait très bien situer ça n'importe où dans le monde, dans des pays plutôt en voie de développement, vous voyez, si on met pas, ça se passe comme ça en France. Et on a l'impression, outre l'absence de hiérarchie, à laquelle, voilà, je suis d'accord, il n'y a plus du tout de hiérarchie dans l'information, on a l'impression que tout passe, en fait, c'est-à-dire que les gens se sont habitués, ou alors ils ne sont pas au courant, à voir quand même sur le papier une situation très préoccupante. Ça ne veut pas dire que tous les journalistes sont soumis à une censure politique et puis de plus en plus économique maintenant. C'est pas ça, c'est qu'il y a soupçon. Il y a soupçon. Donc à partir du moment où il y a soupçon, c'est comment voulez-vous être cru? T'as raison, c'est cuit. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être pas. Je pense qu'on n'est pas une dictature ou ce qu'on appelle maintenant une démocrature, hein, la démocrature à la russe ou à la chinoise ou à la turque, où il ne fait pas bon être journaliste quand vous vous opposez, vous pouvez finir en prison, vous pouvez finir tout court. Mais en revanche, ce que je note, moi, c'est vraiment l'autocensure. C'est-à-dire que on voit bien que certaines enquêtes, alors là on a été dans les Panama Papers, maintenant on est dans les Paradise Papers, ça c'est très bien et je pense que ça fait partie de ces enquêtes qui sont nécessaires et qui sont utiles, même si le côté massif est un peu impressionnant. On se demande, cette espèce de nuée comme ça de rédaction, de journalistes qui se sont abattus sur le thème et qui le développent pendant des jours et des jours. Il faudra l'analyser un peu à froid aussi, voir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on met beaucoup de noms comme ça en pâture, etc. Bon, je crois qu'il ne faut pas oublier. Mais c'est légal, hein. N'oublie pas que c'est légal. C'est tout à fait légal. Mais non, je pense que notre métier n'est pas un métier de justicier. Notre métier, on est des journalistes, on ne rend pas la justice. Ça, j'aimerais que vous développiez un petit peu, parce que c'est l'autre volet. On a parfois l'impression de parangon de la morale, de parangon de la justice, qui aujourd'hui nous disent, voilà, à travers le travail que je fais. Je pense que vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu un débat entre, je pense, à Charlie Hebdo et Mediapart, qui était un petit peu saillant et dans ce sens-là. Oui, c'est très compliqué de se rentrer dans ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de sous-textes probablement qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, vous disiez tout à l'heure, on est dans une économie de l'offre. En effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à voir disparaître l'information digne de ce nom. Si vous considérez que vos lecteurs sont intelligents, et je pense les considérer intelligents, c'est pas de la démagogie, c'est simplement de dire qu'ils sont capables de discernement, qu'ils sont capables justement d'accepter qu'on ne va pas leur parler de tout, mais qu'on va sélectionner, qu'on va choisir, parce que le premier service qu'on doit rendre à nos lecteurs, nos auditeurs, c'est de trier, de faire un tri, de dire voilà, nous on pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 50 000 histoires à vous raconter, il y a celle-là. Et celle-là, elle s'incarne, elle est complexe. D'entrer, comme tu l'as dit Pascal, dans la complexité, parce que effectivement, on est dans un monde aujourd'hui qui nous fait like ou pas like, on aime ou on n'aime pas, très binaire, et on veut nous faire croire qu'on peut tout simplifier. Moi, je pense qu'on doit rendre tout accessible. Et l'accessibilité, ça veut dire donner de la compréhension, donner du contexte, donner de la mémoire. Et ça, pour toute information, vous savez, je pense qu'il y a trop d'implicite dans les médias. L'implicite, ça veut dire on considère que vous savez déjà beaucoup de choses, et donc nous, on va vous raconter l'épisode précédent. Mais c'est comme ça qu'on perd les lecteurs. On les perd parce qu'on ne leur a pas dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà produit avant, c'est déjà produit peut-être dans d'autres circonstances, d'autres conditions, et donc il faut faire ce chemin de petits cailloux pour les amener à comprendre le réel de maintenant. Et cette contextualisation, je pense que peu de médias la font, parce que précisément ils vivent dans l'instant. Et puis, effectivement, quand je parlais d'autocensure tout à l'heure, c'est de dire tout simplement que quand vous êtes journaliste dans un média dont le propriétaire vend des avions des armes de guerre, enfin des armes, forcément de guerre, vend des armes, qui vend de la téléphonie mobile, qui vend du luxe, etc., c'est pas très confortable dans les moments où vous devez traiter de sujets qui ont trait à son activité. Deuxièmement, quand ce même actionnaire a déjà dit quelles étaient ses positions politiques, vous pouvez penser qu'il vous a oublié pendant longtemps, et puis tout d'un coup, il y a une période où on va élire un président, on va élire des députés, etc. Et soudain, cette ombre de l'actionnaire réapparaît, et donc vous dites « Ah oui, bon là, je sais qu'il est pour tel ou tel, donc c'est pas la peine de... » Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'autocensure, donc on l'intériorise, hein, on n'en fait pas des... Et donc je pense qu'au fur et à mesure, on détruit des libertés,
parce que précisément, je pense qu'il y a un devoir d'irrévérence, il y a un devoir justement de mettre les pieds dans le plat, qui est aussi le propre du journaliste pour qu'il soit cru, pour qu'on ait confiance, que ce soit une relation de confiance. Aujourd'hui, on est plutôt dans une relation de distance où chacun, et ça on y reviendra peut-être, peut imaginer qu'il peut s'informer, être lui-même source d'information et s'informer un peu partout, faire son supermarché. Vous voulez compléter sur ce qu'évoque Éric? Vous le partagez? Vous voulez le nuancer? Ah bah oui, c'est devenu l'autocensure, effectivement, le problème numéro 1. Il reste des petits cas de censure quand même, hein. Ça existe encore, hein. Surtout d'ailleurs sur le plan économique. Tu es d'accord pour estimer que la censure politique, plus trop, voilà, il y a des pressions, hein, mais disons que les gens y cèdent moins, disons que les dirigeants y cèdent moins. Non, c'est la censure économique qui devient la censure numéro 1. Tout ça est très vaste et donc très complexe. C'est d'ailleurs curieux parce qu'il y a un volume d'informations qui a explosé, hein, on l'a tous constaté, à travers tous ces nouveaux tuyaux. Et donc on pourrait penser qu'on est mieux informé qu'avant. Je trouve que la question se pose. La question se pose véritablement. Oui, il y a moyen d'être mieux informé, mais il faut être moins passif maintenant, hein. C'est quoi le titre? C'est l'information rend-elle encore intelligent? En tout cas, elle rend intelligent dans le parcours que chaque citoyen, me semble-t-il, doit effectuer maintenant pour s'informer. C'est-à-dire que ça devient une démarche active. Pas forcément avec des moyens, mais évidemment, l'information a un coût. Et elle a un prix, et une information bien faite, c'est-à-dire qui va au-delà de la simple information sans intérêt. Mais tu as raison, Éric, la place prise par la moindre information sans grand intérêt, anecdote, qui se répercute comme ça à travers tous les tuyaux, parce que soit elle fait faussement sourire, soit elle est un peu insolite. La place que ça prend... on sait bien pourquoi sur Internet, hein, on appelle ça le clic. Hein, plus il y a de clics, plus il y aura d'annonceurs. Donc c'est un petit peu... voilà, il y a même des papiers qu'on appelle des papiers putaclic. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des clics pour avoir le plus... Ça, d'ailleurs. Oui, ça s'achète aussi. Donc vous vous rendez compte où va se faufiler l'information là-dedans? Il y a tellement de critères économiques, etc. Donc ça devient très compliqué, et je crois que c'est à chacun... et à chacune de faire sa route. Ça devient très important et ça devient même un devoir de citoyen. Alors après, il faudrait informer, il faudrait qu'il y ait des formations le plus tôt possible dans les établissements scolaires. Hein. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Dès la cinquième, depuis un an, je crois, les cinquièmes ont une formation aux médias. Tu sais en quoi ça consiste? C'est bien ou... Oui, en fait, je pense que beaucoup de professeurs inventent ça, enfin, le font en fonction de leur classe, etc. Mais c'est une initiation à l'univers des médias et pour leur montrer effectivement qu'on ne doit pas gober. Je pense que c'est surtout développer l'esprit critique des enfants. Mais ça peut être très intéressant, ça peut être même comme un jeu de piste ou... voilà. C'est vrai que ça se fait beaucoup effectivement dans les classes, dans les collèges maintenant. Mais ça me donne envie de rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire vous avez évoqué la dimension de citoyenneté. Ça veut dire que derrière, il y a une notion de responsabilité citoyenne. C'est-à-dire qu'on vient d'évoquer ce qui est un peu effectivement la situation, les éléments qui génèrent ce que l'on est en train de constater. On peut s'interroger sur le rôle et la place du journaliste, mais faut-il ou pas s'interroger sur la place du citoyen? On dit le discernement, ça lui appartient. Donc est-ce qu'il faut, je vais être un peu trivial, mais est-ce qu'il faut les secouer un petit peu, ces lecteurs, ces auditeurs et ces téléspectateurs? C'est compliqué à faire. C'est compliqué à secouer, hein, c'est virtuel, hein, tout ça. Donc, non, mais je crois que chacun a conscience de ça. Il faut se prendre par la main et effectuer son propre parcours. Je veux dire, personne ne peut se satisfaire de gober n'importe quoi et qu'on nous balance, comme tu le disais, Éric, des choses insignifiantes qui prennent toute la place. Donc, chacun a son parcours. C'est vrai que Internet, époque formidable, époque formidable, hein, pardon pour l'emprunt à Stromae, mais c'est vraiment ça, c'est lié, quoi. C'est-à-dire, cet outil est absolument exceptionnel, hein. Et en même temps, c'est le règne de tous les pièges. Donc voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais il y a moyen, me semble-t-il, de se frayer un chemin. Il faut être volontaire. Je disais citoyen, oui, parce que je pense qu'être informé, c'est un besoin citoyen, absolument. Donc il y a moyen, mais il faut y mettre du sien. Mais ça peut devenir passionnant.
Je vais vous rappeler une phrase d'Hubert Beuve-Méry, qui était le fondateur donc, du Monde en 1944, et qui disait « Un journal coûte son prix plus l'effort pour le lire ». Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que l'information, c'est comme le tango. On est deux, il y a celui qui informe, qui émet l'information, et celui qui la reçoit. Et évidemment, celui qui la reçoit doit faire un effort pour essayer de voir si ce qu'on lui dit est vrai, si ce qu'on lui dit lui suffit pour comprendre un phénomène, et comme on le dit, complexe. Et c'est là que les choses changent. Là, ce matin, on est devant vous un petit peu en surplomb, encore sur une estrade, sur une scène. On peut s'asseoir par terre, si tu veux. L'information est devenue une grande conversation. Une grande conversation où finalement on parle d'égal à égal. C'est parce que celui qui écrit, qui transmet de l'information, il est aussitôt capté, mais peut être aussi contredit, peut être complété par quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui n'a pas formellement une carte de presse, qui n'appartient pas à une rédaction, et qui va peut-être lui apprendre des choses, sûrement même lui apprendre des choses, même si quand on regarde beaucoup de sites internet, on voit que les commentaires, c'est le grand défouloir et c'est le lieu de l'agression. En plus, quand l'anonymat s'en mêle, ça devient le grand n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette fameuse horizontalité dont on nous a beaucoup battu les oreilles, après la verticalité de l'information, où avant l'émetteur était seul qui parlait à tous, maintenant tout le monde parle à tout le monde, et au milieu de ça, il y a quelque chose qu'on peut prendre pour de l'information, même si ce n'en est pas vraiment. Qui est de la conversation, en fait. C'est une forme de conversation dans laquelle on peut... Alors, effectivement, il y a des blogueurs, alors il y a des blogueurs de référence, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué dans l'information, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où elle vient, on ne sait pas toujours qui la donne, on ne sait pas toujours si elle est vérifiée, validée. Et donc, c'est à chacun de se faire un peu son parcours, en effet, comme l'a bien dit Pascal, pour essayer d'identifier dans les domaines qui nous paraissent importants et intéressants, qui sont ceux qui disent, alors, la vérité, c'est qui dit la vérité, mais qui disent quelque chose de sensé, d'intelligent, qui fait réfléchir. Vous savez, Romain Gary disait que la réponse est le malheur de la question. Et c'est vrai que, pour moi, notre métier est un métier de questionnement. Je pense qu'un journaliste qui va vous dire « je vais vous dire la vérité » est un mauvais journaliste. C'est quelqu'un qui va vous donner des instruments pour que vous fassiez votre propre opinion. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce que aujourd'hui, regardez le règne, ça c'est quand même fascinant ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. On est en train encore de faire semblant de se demander s'il y a eu une influence russe. On fait semblant de se le demander parce que bien sûr qu'il y a une influence russe, même à la fin de la première conférence de presse, il l'a dit. Et il faut savoir que tout l'empire financier de Trump, quand il chancelait dans les années 90, a été renfloué par les oligarques russes et les mafieux russes. Donc la relation entre la Russie et Trump est évidente depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'elle n'est plus à démontrer, mais on continue à la cacher. Non, mais on continue de dire « ah non, peut-être, peut-être pas, etc. » Mais ce qui est le plus important de mon point de vue dans cette histoire, c'est deux choses. C'est d'une part cette obstination de Trump et de son équipe de dire, voyez ce fauteuil, il n'est pas rouge, non, il est bleu. Je vous dis qu'il est bleu. Donc cette vérité alternative... Ça n'est pas un fauteuil. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais tu as raison, c'est un vélo, c'est une selle de vélo, je l'ai bien reconnu. Aussi confortable que Marcel Brooks pour les connaisseurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un, il y a la vérité alternative. Vous n'aimez pas cette vérité, on en a une autre en magasin. Et vous verrez, elle est vraiment intéressante. Et puis l'autre aspect, c'est que comment s'est propagée cette influence russe aux États-Unis? Elle s'est propagée par Facebook, par Twitter, donc par des sociétés californiennes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, pour danser le tango, pour faire de la bonne comme de la mauvaise information, il faut être deux. Et ça nous fait réfléchir. Alors ça peut peut-être nous amener sur la deuxième partie autour de ce que moi on appelle globalement la riposte, mais ça passerait par de ma part une première question. Quelles sont pour vous, journalistes, les exigences qui se cachent derrière la production de l'information? On a évoqué ensemble tout à l'heure la question de la vérité. J'aime bien l'idée de se dire que finalement, votre boulot, c'est de poser des questions en réponse à nos questions. Je crois que c'est Bernard Shaw qui disait ça. Dites-moi, selon vous, Eric Fotorino, Pascal Clark, c'est quoi l'exigence de construction d'une information? Alors, je vais vous parler en anglais. Il y a une règle du journaliste américain que j'aime bien, qui dit « Tell me something I don't know ». Ça veut dire « Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Apprenez-moi quelque chose que je ne sais pas ». Pour moi,
l'excitation, hein, c'est vraiment très personnel, mais que ce soit pour un grand journal comme Le Monde ou que ce soit pour ma petite feuille un peu folle qu'est Le 1, c'est toujours de me dire, je veux apprendre quelque chose et je veux que les autres apprennent quelque chose. Et je me dis que si moi j'apprends, probablement que mes lecteurs vont apprendre. Moi, j'ai la connaissance moyenne, généraliste de quelqu'un qui s'intéresse qu'à une curiosité comme ça sur un peu tous les domaines. Donc déjà, apprendre quelque chose à l'autre, ça je pense que c'est la base. On ne va pas se mettre à répéter, on n'est pas des perroquets, on est là pour essayer de faire apprendre quelque chose. Après, il y a la dimension de la compréhension, c'est-à-dire que on n'est pas libre si on ne comprend pas. Si on ne comprend pas le monde dans lequel on n'est pas libre. Donc pour moi, alors je ne mets pas les grands mots hein, sur la façade du journal en disant ce journal égale la liberté, mais c'est vrai que pour moi, une bonne information, c'est-à-dire celle qui révèle quelque chose, je ne parle pas de l'investigation qui est encore autre chose, mais qui c'est quelquefois un peu comme la lettre volée d'Edgar Poe, elle est sur la cheminée, tout le monde la voit, mais personne n'a vu ce qu'il y avait dedans. Donc rendre accessible, porter à la connaissance de l'autre quelque chose qu'il ne sait pas et lui faire comprendre, le contextualiser. Après, il y a deux autres dimensions pour moi dans l'information. C'est la surprise, c'est l'effet de surprise et c'est aussi le plaisir. Alors le plaisir, il peut être dans quelque chose de difficile, mais je pense que c'est très gratifiant pour un lecteur, un auditeur qui va écouter un reportage sur Boxon, de se dire tiens, ça m'a donné de la patte humaine, c'est pas une machine qui m'envoie des infos. Il y a de l'ordre de l'émotionnel. Derrière, il y a des humains. Et vous savez, moi je trouve que l'information, c'est comme la vérité, c'est quelque chose de très très fragile, parce que c'est quelque chose de très très humain. Plus vous enlevez de l'humain, on ne vous reprochera jamais, j'allais dire, de vous tromper de bonne foi, parce que Camus disait, le journaliste est l'historien de l'instant, même un grand journaliste comme Jean Lacouture, il disait quand je relis mes papiers, je pleure parce que je me suis trompé. J'ai passé ma vie à me tromper, sur Nasser, sur plein d'autres. Mais la base de l'information, c'est l'information sincère. Quand vous êtes sincère dans ce que vous faites, prenez tous les éléments qui vont vous permettre de porter au regard, à la connaissance du lecteur, de l'auditeur, quelque chose qui vous paraît vrai et fort, là, vous avez fait votre boulot. Pascal, votre... Absolument d'accord pour la sincérité, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a l'un des grands défauts de l'information maintenant, c'est qu'il n'y a plus vraiment de faits, il y a des opinions. C'est une succession d'opinions exprimées. Donc déjà, la vérité n'a aucune espèce d'importance puisqu'on exprime une opinion. Et d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de paroles, il y a de l'invective. Donc pour moi, faut être sur le terrain. C'est-à-dire que là, il y a le monde des médias, c'est une bulle. C'est une bulle, c'est comme un cloud de gens. Quelque chose qui est coupé de la réalité un peu. Oui, des gens qui sont entre eux, qui produisent un spectacle pour beaucoup. Alors là, je parle de la télé, hein, mais il y a quand même ce syndrome-là où on est dans une bulle et on passe de studio en studio pour décrire une réalité qu'on a, si ce n'est jamais vue, en tout cas totalement oubliée, puisqu'on n'est plus sur le terrain. Donc pour moi, frôler la vérité, c'est aller sur le terrain, c'est sortir des studios. Non, mais ça paraît primaire à dire, mais si on a besoin de le redire, c'est que ça ne se passe plus. Être sur le terrain, le New York Times a admis aux États-Unis, hein, puisque quand même les États-Unis, la presse, en tout cas la presse américaine, c'est un constat d'échec de ne pas avoir cru l'élection de Trump possible. C'est quand même une baffe monumentale. Et parmi les grands quotidiens d'information, il y a le New York Times qui a fait son mea culpa et qui a dit voilà, nous n'étions pas sur le terrain. Ça, c'est parce qu'on a spéculé, mais on n'a pas été voir en fait ce que finalement les électeurs pensaient. Voilà, donc il faut, me semble-t-il, rendre la parole aux gens, quoi. C'est-à-dire aller voir les gens, les écouter avec sincérité. Je suis d'accord avec ce mot-là, je le signe. C'est plus possible de se contenter, et ça c'est très parisien quand même, la presse parisienne est dans des studios ou est dans des schémas officiels, va de conférences de presse en déclarations ministérielles. Ça, c'est pas possible. Et il y a l'affirmation de la vérité des experts aussi, hein, qu'on trouve assez souvent. C'est-à-dire que finalement, on va chercher quelques personnes. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la vérité est intéressante. Elle est multifacette finalement. Elle se construit, cette vérité-là, à travers le croisement de points de vue, j'imagine. Oui, de croisement de points de vue ou d'expérience. Voilà.
effectivement, pour rappeler un contexte historique, et il est souvent nécessaire de contextualiser, tu as raison, mieux vaut avoir affaire à un historien, etc. Mais pour aller dénicher un sujet, pour aller faire parler des gens, comprendre ce qui se passe, et parfois aller contre ses propres a priori, eh ben, il faut y aller, il faut passer du temps en plus, il y a la notion de temps. Voilà. C'est pas la peine de suivre une caravane avec un déplacement présidentiel, de faire semblant. Tous ces gens-là font quand même semblant, quoi, de prendre une déclaration qui a été choisie, et d'ailleurs qu'on aura vécu sur le Facebook Live de l'Élysée. Donc voilà, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'est plus de l'information. Donc non seulement il faut aller sur place, mais il faut y passer du temps. On ne peut plus se contenter de ne faire que passer, parce que là, la vérité, on ne la frôlera pas du tout. Oui, non, je pense que là, on touche quelque chose de très fort et qui, je pense, est encore plus vrai depuis que le règne de l'écran s'est imposé. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aller voir, il faut aller y voir tout le temps, tout le temps. Le journalisme, c'est d'aller sur place, sur le terrain. Et je vais vous livrer une anecdote qui traduit bien quand même l'état d'esprit dominant aujourd'hui. Lorsque j'étais à la tête du journal Le Monde, le président du conseil de surveillance s'appelait Alain Minck, et on avait des problèmes d'argent, comme souvent les grands journaux. Et un jour, il m'a dit, Éric, j'ai une solution pour vous formidable. Tous les correspondants en Europe vont revenir à Paris. Ça va faire des économies de bureaux, de logements, etc. Ils auront des billets open pour aller qui en Italie, qui en Grande-Bretagne, etc. Ils seront derrière leurs écrans et ils suivront très bien le pays au boulevard Blanqui à Paris. Et là, je lui ai dit non, je ne crois pas qu'on puisse faire du journalisme comme ça. Il faut qu'un correspondant perde son temps pour pouvoir justement en faire gagner pour le lecteur, c'est-à-dire lui amener une compréhension intime du pays où il est. Et s'il n'est pas sur place, il sera un très mauvais correspondant, même si vous l'envoyez 10 fois dans l'année dans la ville ou dans le pays qu'il est censé couvrir. Donc cette économie de 3 millions d'euros, je n'en ai pas voulu, parce que je considérais que c'était le début de la fin. On avait à l'époque plus de 50 correspondants permanents, et j'ai rouvert le poste de São Paulo parce qu'il n'y avait plus personne au Brésil. J'ai rouvert le poste de Johannesburg, j'ai rouvert le poste de Nairobi, et avec des journalistes sur place qui justement passaient leur temps à écouter, à aller voir, le réel, à voir la matière. Autrement, vous allez faire un copier-coller, et ce problème de confiance et de crédibilité des médias vient aussi largement du fait que ceux qui reçoivent cette information, souvent un peu préformatée, ont l'impression d'un très grand bégaiement, que tout le monde dit à peu près la même chose. Alors après, il y a le filtre idéologique qui peut passer par là. Mais effectivement, aller voir la réalité des choses, vous parliez du Tour de France tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on se souvient encore aujourd'hui, on peut le lire, du reportage d'Albert Londres sur les frères Pélissier qui abandonnent sur une route du nord de la France, plutôt vers le Havre. C'est vrai que c'est parce qu'il est là qu'il peut recueillir ce témoignage. J'ai envoyé l'an dernier Laurent Godet à Calais. Donc c'était l'œil d'un écrivain très engagé sur les migrants. On a fait un numéro qui s'appelait « Calais, une honte française ». Et bien sûr, il y avait des experts qui parlaient des migrants, il fallait. Mais il y avait un reportage de terrain, il y a passé 15 jours. Je sais qu'il aurait été au Monde, on lui aurait dit, écoute, en 3-4 jours, tu le fais. Donc voilà, cette notion du temps est fondamentale. Évidemment, c'est de l'économie, donc ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de payer un reportage, etc. Donc là, on rentre dans le vrai des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut une information vite fait, et souvent, le vite fait est mal fait. Alors ça me permet, ça va être le dernier petit point, et puis on va essayer d'ouvrir l'échange avec vous. Lorsque je suis allé voir les raisons qui, selon ce que j'ai lu, vous ont conduit à créer Boxon, vous avez joué sur le mot. C'est-à-dire, première chose, vous attachez beaucoup d'importance au son parce qu'il dit des choses de la réalité et on va le capter quelque part. Vous accordez beaucoup d'importance aussi aux témoignages. Les reportages s'intéressent aux personnes essentiellement. À hauteur humaine, oui. Pardon ? À hauteur humaine. À hauteur humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des migrants, mais on va raconter d'une personne. De Samy, de l'Érythrée à l'Angleterre, en 5 épisodes. Mais en même temps, vous disiez que Boxon, c'était aussi une de vos envies. Enfin, moi, j'ai une image de vous, quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui sait dire les choses. Et j'ai lu quelque part que c'est bien de temps en temps de semer le Boxon.
Oui, alors après... c'est peut-être un effet de langage, mais ça dit quelque chose quand même. Non, il faut toujours un titre, donc boxon, ça nous paraissait être pas mal. Vous avez vu boxon comme mettre le boxon, mais boxon littéralement c'est boîte à son. Boîte à son, oui. Voilà. Non, ce qui me frappait, c'est que je suis partie d'un constat un peu bizarre. Je me suis dit, mais il n'y a plus de son à la radio. C'est-à-dire, il n'y a plus de reportages en décrivant le même syndrome de tout à l'heure. C'est-à-dire, de plus en plus, ce sont des émissions en studio, avec des gens connus qui reçoivent des gens connus pour de la promo, des comiques très importants. C'est de l'entre-soi. Voilà, c'est de l'entre-soi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait plus de son, qui est quand même la matière première de la radio et même pour l'information. Donc voilà, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que vous cherchez à donner à entendre ou à ressentir à travers... J'allais dire, c'est quoi votre ligne éditoriale, votre volonté derrière le choix de ce support? On a créé ça, maintenant c'est en ligne depuis 6 mois, on l'a créé avec Candice Marchal qui est là, et on s'est dit, qu'est-ce qui est important pour nous? Important pour nous d'être sur le terrain, d'ailleurs on n'a même pas de studio. Hein. Nous n'avons pas de studio, c'est nous qui allons à la rencontre des gens un peu partout. Voilà. Prendre le temps, comme on l'a dit. Et puis c'est vrai que nous, on ne traite pas toute l'information, on a choisi ce qui nous intéresse et on décline. En ce moment, très vite, il nous est apparu fondamental de parler non pas des migrants, parce que bon, ce mot, voilà, mais d'exil. Et là, il y a tellement d'histoires à raconter. En ce moment, on s'intéresse aux femmes. Enfin, c'est une vieille idée. Et le sous-titre, c'était La femme est l'avenir de l'homme, mais pas tout de suite. Bon, après est arrivé tout ce qui est arrivé, la parole qui se libère, même si elle n'est pas facile à libérer. Donc voilà, ce sont des thèmes qu'on creuse. Voilà. Donc on veut passer du temps, on veut donner la parole aux gens qui ne l'ont plus, et vous ne pouvez pas savoir comment les gens ont, je ne sais pas si c'est besoin, mais envie de parler pour peu qu'on s'intéresse à eux. C'est pas grand-chose, c'est passer du temps avec eux. C'est pas fatalement leur avis sur la Syrie qui m'intéresse, non, parce que ça m'intéresse. Ça m'a toujours énervé à la radio, c'est-à-dire que les radios ont ouvert leurs ondes à des auditeurs, j'ai rien contre, hein, évidemment, mais qui donnent leur avis sur tout. C'est pas toujours passionnant. En revanche, quand une personne me parle d'elle, des difficultés qu'elle rencontre, je sais pas, un agriculteur qui va décrire sa situation, quand les gens parlent d'eux, de leur situation, de leurs connaissances, là, je trouve qu'on est vraiment dans ce rôle-là. Donc, on a voulu aller voir les gens, les faire parler, et tout ça avec un souci de son, parce que ça s'appelle Cohen Boxon, donc c'est du beau son, il y a un peu de production derrière. Juste encore un petit exemple, parce qu'on en est très fiers. Là, on va sortir une enquête en 3 épisodes sur les enfants français qui ont été emmenés en terre de Syrie ou d'Irak par leurs parents, généralement par leur mère, et qui vont revenir. Donc ce sont des petits-enfants, hein, on ne peut pas les soupçonner d'avoir pris les armes là-bas. Simplement, il y a une vraie question. Voilà, ils ont vécu la Syrie, et ils ont vu des scènes de décapitation, ils ont connu les bombardements, et voilà, ils rentrent, leurs mères sont envoyées en prison maintenant, donc eux sont placés, ou alors retrouvent un autre parent de la famille, et ils se retrouvent avec des enfants qui ont vécu ça, comment on les éduque, enfin voilà. Donc ça, c'est par exemple un feuilleton où on a passé beaucoup de temps, un temps d'enquête, un temps de témoignage, et on va livrer ça en 3 épisodes. On est obligé de faire beaucoup attention à la forme et au format. Ça ne veut pas dire que le fond en prend un coup, hein. Le fond, comme vous le savez, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Voilà. Avec le numérique, on est obligé maintenant soit de varier les formats et les formes. Mais est-ce que c'est aussi une volonté de questionner un peu différemment? C'est-à-dire finalement d'aller peut-être sur des terrains... oui, on va être différent. Oui. Alors on ne se dit pas, voilà, on va être différent, comment faire? De fait, en y passant du temps et en étant sur le terrain, vous êtes différent. C'est malheureux, mais c'est comme ça maintenant. C'est eux qui vous rendent différents, enfin différents dans la manière de traiter les choses. Parce qu'ils n'y vont pas, donc voilà, ça nous rend différents. Sur le 1, quelle a été l'idée? Alors, c'est un document assez intéressant, hein, pas toujours facile à ouvrir. Quelle a été l'intuition de départ? Et puis, c'est vrai que sa particularité, c'est qu'on ne traite qu'un sujet à la fois. Oui, alors évidemment, il y a quelque chose d'artificiel, parce que je vais répondre en 3 minutes à quelque chose qui a pris près d'1 an à naître. Je veux dire par là qu'on s'est donné du temps pour l'inventer. Il y avait quelques constats qu'on avait faits. Le premier venait du Monde. Moi, je demandais toujours pourquoi les gens se désabonnaient du Monde.
Et ils ne se désabonnaient pas à cause de la ligne éditoriale, pas parce qu'on était trop Israël ou trop Palestine ou pas assez Sarkozy ou quoi. Pas du tout. Le motif principal de désabonnement, c'était ce qu'on appelle l'effet de pile. C'est-à-dire que les gens étaient abonnés, puis ils voyaient le monde... je vois que des gens connaissent ça. Ils voyaient le monde s'accumuler sur la table, et puis ils disaient oh, ben, j'attends ce week-end, et puis j'attends les vacances, et puis les piles étaient de plus en plus bons. Donc, les lecteurs entretenaient avec le journal une relation à la fois de frustration et de mauvaise conscience. Donc nous, avec Laurent Grelsamer, qui était mon adjoint au Monde, on a créé le 1 il y a presque 4 ans maintenant. Notre première règle, ça a été un journal qu'on peut lire du début jusqu'à la fin. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était pas de pub. On ne voulait pas de pub parce que je ne voyais pas pourquoi un sac à main ou une bagnole allait. Parce que je peux vous dire que ça, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais quand vous avez une régie publicitaire qui vous dit voilà, on a une belle pub Renault, il faut quand même toutes les semaines faire au moins 2 pages sur la bagnole, vous dites ah oui d'accord, mais alors donc une page culture saute, une page internationale saute, une page politique saute, etc. Je referme la parenthèse. Donc pas de pub, pas de régie publicitaire. Le troisième critère qu'on s'est donné, c'était sortir de l'entre-soi journalistique. Les journalistes parlent aux journalistes, sont inspirés par les journalistes, inspirent les journalistes, etc. Ce serpent qui se mord la queue tout le temps. Donc on a cassé ça et on a fait entrer dans notre comité éditorial des anthropologues, des chercheurs en économie, des chercheurs en sociologie. Et puis régulièrement, en fonction des thèmes qu'on choisit, on invite des personnes qui viennent nous parler du thème qu'ils connaissent bien, pour que justement on aille au-delà de ce que nous, journalistes, aurions fait. Le quatrième point, alors ça c'est mon petit vélo à moi si je peux me permettre, mais c'était de me dire, pour moi la fiction éclaire le réel, les romanciers éclairent le réel, c'est pas la même peau. Et donc on a commencé, c'était formidable, le premier numéro du 1, c'est Jean-Marie Leclésio qui nous a fait un très beau texte sur la France, et vous verrez la semaine prochaine, c'est David Fuenquinos qui nous fait un texte sur la fabrique du mal. La fabrique du mal. Donc, si vous voulez, pour moi, la littérature devait avoir être partie prenante, et la poésie. Et donc, chaque semaine, depuis 180 numéros, il y a une poésie choisie qui est toujours en écho avec le sujet. Et je donne un exemple pour reprendre ce que disait Pascal à l'instant. On avait publié dans un des numéros qu'on a fait sur les migrants, on avait publié un poème de Marguerite Yourcenar, le Lampedusa 1956, et vous croyez qu'elle y était la semaine dernière. Donc c'est quand même très fort. Les grands textes sont toujours d'actualité. Donc on republie très régulièrement, non seulement des poèmes, mais aussi des textes, des réflexions. Là, on a fait sur la prison, donc c'est via Michel Foucault, etc. Des textes qui sont encore actuels, et on nous fait souvent passer pour nouveau des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on a oubliées. Donc le 1, ça a été tous ces ingrédients, et à un moment donné, on s'est dit, plutôt que de parler mal de plein de sujets, on va essayer de parler bien d'un sujet. Voilà. Et que parce que la vérité a plusieurs visages, certains sont trop connus, d'autres au contraire très méconnus, eh bien, on va construire, non pas la vérité, mais des vérités sur un sujet qui peuvent être contradictoires. Il y a une espèce de croisement de subjectivité en réalité, exactement, puisqu'en choisissant des partis différents. Je dirais qu'il y a à la fois, c'est la rencontre du journalisme et puis des opinions et du sensible. Voilà. Allez, il nous reste une quinzaine de minutes. J'imagine que peut-être l'échange qu'on a eu, qui je m'en excuse, est totalement incomplet, parce que comme vous le disiez, on aurait pu avoir 24 heures pour le faire. Voilà, on va vous demander de prendre la parole. Alors, je ne sais pas si vous avez des micros. Sinon, allez, je partage, cher monsieur. Vous voulez intervenir, je vais vous voir. Je vais juste vous demander de vous présenter et puis de poser votre question. Bonjour, Yves Borel, Société Concept Création. Ah d'accord, oui, pardon. D'accord. Donc Yves Borel, Société Concept Création Business Production. Je voulais vraiment m'adresser donc à Éric Fetterino pour la bonne raison que j'ai vraiment plaisir à vous dire que je lis avec plaisir vraiment votre magazine. Et actuellement, d'ailleurs, c'est le seul magazine que je lis. Et je reprends quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, qui était un magazine qui permet de réfléchir. Et vraiment, je trouve que c'est le point fort de ce magazine, car qui dit permet de réfléchir, ça veut dire qu'en fait, ça permet de rendre plus intelligent, je pense, en répondant donc à la question « l'information rend-elle encore intelligent ?» et en même temps, quelque part, pour élever le niveau de conscience. Alors, j'ai 2 questions à vous poser, très précises. La première, pourquoi cette taille donc, du magazine qui m'a beaucoup amusé, bon, et je
je regarde avec plaisir aussi. Et la deuxième question, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? J'ajouterai quand même quelque chose, c'est que chaque fois que je vois un ami qui ne connaît pas votre magazine, que je lui montre, c'est adopté. Vraiment, j'ai aucune difficulté pour inciter les personnes à s'intéresser. D'abord, merci beaucoup. Je dis simplement à la salle que rien n'est arrangé entre nous. Hein. Promis, je confirme. Mais je vous remercie de cet élan du cœur. Alors, vous répondre d'abord la forme. Pascal disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est exactement ça. Quand on a essayé de réunir tous les critères que j'ai indiqués tout à l'heure, il fallait trouver une forme, un réceptacle. Et je considérais que le papier, contrairement à ce qu'on a dit ces dernières années, c'est à la mode de dire que le papier est démodé et que le papier est foutu. Moi, je considère que la crise de la presse est largement une crise des contenus et que je suis assez agnostique sur les supports. Le papier est un très bon support, un support moderne, pour peu qu'on y imprime des choses intelligentes ou sensibles. Donc, la forme, elle est venue parce que précisément, donc c'est un dépliage, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une forme A4, et puis après une forme tabloïde, et qui se termine par un grand poster. Comme je dis dans mes échappées poétiques, une grande aile d'oiseau. Et même on peut faire encore plus grand, parce que certains hors-série sont doubles encore. Donc vous voyez, il faut être A4, on peut faire du colecturage, comme on fait du covoiturage dans les transports. Voilà. Ouais, et mettez de l'autre côté, parce que vous verrez, voilà, vous allez montrer... voilà, on fait travailler des artistes aussi, et là c'est Nicolas de Crécy qui a fait un Trump assez impressionnant. Pourquoi cette forme? Parce qu'elle permet d'ouvrir l'esprit comme on ouvre le journal. Plus on va plus loin, plus on ouvre. Donc c'est vraiment un journal d'ouverture. Et les trois formats, parce qu'il y a un format de l'intime, qui est la poésie, la littérature, donc c'est le petit format A4. Il y a un format d'explication, qui est le format, j'allais dire, normal, tabloïd. Et puis le poster, on va encore plus loin, ce qui nous permet de publier des œuvres, comme vous venez de voir à l'instant, de publier des très longs papiers pour vous donner, pour parler un peu boutique, des textes de 30 000 signes, il n'y en a plus dans la presse. Là, vous pouvez publier un reportage ou une enquête de 30 000 signes, donc ça veut dire à peu près 10 pages d'un magazine, d'un news magazine aujourd'hui. Et puis ça permet, on fait beaucoup de cartes de géopolitique. Eh bien, vous faites une grande carte et beaucoup d'enseignants, profs d'histoire géo nous aiment beaucoup parce qu'ils utilisent le 1 comme support de cours quand on fait les chiites et les sunnites, quand on fait l'Afrique, quand on fait la Chine, etc. Donc ce format est assez incroyable parce que il y a 3 journaux en un, il y a 3 formats en un. Et dernier point, c'est comme ça aussi qu'on se différencie. Ah oui, le journal qui se déplie. Alors effectivement, on peut se dire, ah c'est pas pratique, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis quand on a compris, il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger, une dimension ludique. Et je dois dire qu'on a une surreprésentation de jeunes, de lycéens et d'étudiants avec le 1 qui ne lisent quelquefois pas de papier, mais qui lisent le 1 parce qu'il y a quelque chose qui les amuse un peu. Alors, la difficulté qu'on a pu rencontrer rapidement, je crois que quand vous créez une nouvelle marque, il faut la faire connaître. Et aujourd'hui, nous, on investit pas 1 euro en communication, en pub, pas 1 euro. Tous les euros qu'on a, on les investit dans les contenus, chez les auteurs, qu'ils soient journalistes, non-journalistes, dessinateurs, etc. Tout le monde est payé. Et donc, c'est le bouche à oreille. Donc la difficulté, c'est qu'il y ait plein de bouches pour toucher plein d'oreilles. Voilà. Mais là, il y en a eu plein qui ont été touchés là, à l'instant. Alors, Pascal, on peut peut-être poser la même question pour Boxon. Qu'est-ce qui le caractérise, hein? Moi, j'ai écouté un reportage sur une personne qui avait vécu malheureusement les attentats du 13 novembre. Comment vous avez construit, par exemple, ce reportage? Vous êtes allé rencontrer cette personne? Alors, on travaille avec pas mal de journalistes, de réalisateurs, de mixeurs, de comédiens. C'est toute une équipe. On a même un bruiteur de cinéma, tout ce qui a trait au son, en fait. C'est lui, Martin Bordero, qui est arrivé avec ce portrait, nous a parlé de cet homme qui s'appelle Lassina et qui habitait l'immeuble où l'assaut a été donné après les attentats du 13 novembre, puisque Abaoud, le chef du commando et d'autres s'étaient réfugiés dans cet immeuble. Et donc là, d'un seul coup, on s'est dit, mais c'est vrai, que sont devenus les habitants de cet immeuble? Et on se rend compte, on est tombé sur ce type, Lassina, très touchant, qui 2 ans après, habite toujours dans un hôtel miteux et il n'a jamais pu retourner chez lui
C'était un petit chez lui, mais c'était son chez lui, à Saint-Denis. Il n'a jamais pu y remettre les pieds, car c'est toujours sous scellé. Et donc, il y a toutes ces affaires là-bas. Vous voyez, ça fait des destins, des gens oubliés. Donc, on raconte cette histoire en son. Et on prend du temps. Et Martin est allé le voir plusieurs fois. Ensuite, comme on travaillait aussi avec des photographes, on s'est dit qu'on allait voilà, il fallait qu'il y ait des belles photos de la SINA. Donc, on a envoyé Nicolas Krief. Voilà. Donc, c'est à la fois à hauteur humaine, et puis on y passe du temps, c'est ce que je vous disais. Alors, du coup, c'est intéressant, c'est vraiment, je suis allé le voir, c'est un regard, c'est quelque chose qui vous embarque dans une histoire. Ouais, et sensible, je vais te prendre ce mot et l'utiliser amplement, si tu permets, Eric, parce que c'est vraiment ça aussi, et tu me le donnes. Et juste en 2 mots, la trouvaille technologique très pointue du 1, c'est-à-dire la façon de le plier, en fait. Hein. Tu as vu ça avec les plus fins esprits de la Silicon Valley, j'imagine. Non, vous savez, il n'y a pas de hasard, mais c'est... ça faisait, avec Laurent Grelsamer et Nathalie Thirier, qui est la directrice artistique, ça faisait presque 1 an qu'on travaillait sur notre projet. Et puis, il se trouve que j'ai fait un tour de France à vélo, et en 2013, avec des jeunes, et nous a rejoint un jour quelqu'un qui montait très bien, il m'a fait bien mal aux pattes dans l'école des Alpes, et à la fin, il m'a dit, c'est formidable ce tour, et il s'appelle Antoine Ricardou, et il avait un studio près de Beaubourg, et donc c'est un architecte qui est aussi graphiste, et quand on a voulu faire le 1, on a pensé à lui, on s'est dit, on va s'adresser à quelqu'un qui n'a jamais fait de journaux. Et lui, on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, et un jour, il nous a amené un pliage. Mais ça ne nous aurait fait ni chaud ni froid, ce pliage, si on n'avait pas avant préparé notre esprit à se dire il faut qu'on trouve une forme qui corresponde à ce fond-là. Et ce qui a été assez fascinant, je me souviens, il a ses bureaux en vis-à-vis de Beaubourg, donc il y a beaucoup de lumière qui tombe, et à un moment donné, il nous a donné ça. En fait, le pliage, il voulait nous le donner pour nous faire entendre le bruit du papier qui se déplie. Ce n'était pas pour nous faire un pliage. Et nous, avec Laurent et Nathalie, on s'est regardés, on dit mais c'est ça qu'on veut. Il dit mais vous voulez quoi? Il dit ça, là ce que tu as fait, là, parce qu'il y a un effet à un moment... Voilà, ça faisait du son. Ouais. Et donc, si vous voulez, c'est parce que c'est Pasteur qui disait rien la découverte ne se donne qu'aux esprits préparés. Eh bien, un pliage sans toute cette préparation en amont ne nous aurait rien fait, on n'aurait pas eu de sens. Mais là, il en avait. Ouais, moi, je voulais juste préciser que nos prochains bons technologiques, ça va pas tarder, là, c'est l'application. C'est-à-dire sur son téléphone, sur son smartphone, on pourra écouter Boxon partout, avec ou sans connexion. Donc le but ultime est là quand même. Ok. Monsieur, pardon, je ne vais pas pouvoir vous donner de micro. Et puis monsieur après. Ben, surtout si on a de la voix. Mais je vous en prie, monsieur. Ma question s'adresse à Eric Fotorino. Quel est le juste milieu, monsieur Fotorino, entre la Pravda, qui s'effaçait au gré du temps, et puis finalement, ce que vous avez connu peut arriver avec Berger, Ligasien, c'est-à-dire les moyens nécessaires au monde. Où ça se situe? Parce que tout à l'heure, vous dites il ne faut pas 9 milliardaires pour la presse française, mais il en faut bien quand même. Alors, on va vous répondre, monsieur. Il en faut bien quand même. C'est une question intéressante parce que là, pour le coup, elle laisse une part très importante à notre histoire. Alors, je ne vais pas faire un long cours d'histoire, mais simplement rappeler la chose suivante. Le CNR, Conseil national de la résistance, à la Libération, a bien écrit que l'information n'était pas une marchandise comme les autres, et donc que le capitalisme ne devait pas entrer dans la presse comme il entre dans l'industrie pour faire des boulons ou des automobiles. Autrement dit, les ordonnances de 1944 et les premières lois sur la presse de la Libération interdisent la constitution de groupes de presse et la capitalisation forte de la presse. Autrement dit, l'univers de la presse a tout de suite été un monde sous-capitalisé. Ce qui fait que lorsqu'elle a commencé à connaître l'expansion qui demandait des investissements, qui demandait beaucoup d'argent, elle n'a pas eu les moyens juridiques, je ne parle pas des moyens économiques, elle n'a pas eu les moyens juridiques de se constituer comme une puissance en soi. Et donc, elle a dû aller chercher de l'argent ailleurs, et c'est comme ça que l'appétit des Dassault, mais avant des Boussac, parce que ça existait aussi dans le Figaro des années 50, etc. Donc,
très tôt, elle a eu besoin des financiers extérieurs à son univers pour pouvoir se développer. Et évidemment, quand la crise est intervenue après le deuxième choc pétrolier, on va dire que ça commence aux années 80, c'est la chute, l'effritement de la diffusion et la chute des revenus publicitaires. Là sont entrés massivement déjà les Jimmy Goldsmith, les Dassault, etc. Et puis la vague des années 2000 avec le numérique fait rentrer encore plus les milliardaires pour s'acheter les médias. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire de la presse contemporaine en France. C'est le fait que le droit, les lois interdisent aux journaux, finalement, de se constituer comme des forces économiques en soi. Ils ont toujours eu besoin d'apports extérieurs. Alors, quand vous dites on en a bien besoin, oui, on en a eu besoin, on en a besoin, parce que, d'une part, les structures financières juridiques de la presse étaient trop faibles, et deuxièmement, parce qu'il est arrivé un moment où les médias, par leur seule activité, ne parvenaient pas à dégager suffisamment de fonds pour survivre. Et j'ai toujours dit aux rédactions que j'ai connues, vous n'êtes pas indépendant si vous ne faites pas vos fins de mois. Donc, parce qu'on a inoculé la culture de la gratuité à partir des années 2000, avec le pack faustien que tous les éditeurs de presse ont passé avec Google notamment, c'est-à-dire que on vendait en kiosque ce qu'on donnait sur les écrans, donc évidemment à un moment donné, il allait bien se passer quelque chose. Et donc cette culture de la gratuité a fait qu'on a eu encore plus besoin de gens qui avaient de l'argent, puisque vous ne vendez pas, vous donnez. Donc le juste milieu pour moi, il serait de constituer, c'est pour ça que je disais au début de mon intervention, des structures de presse qui peuvent être aidées par des banques, avec notamment la BPI, des projets qui tiennent la route, il faudrait voir comment ils sont évalués, qui est des prêts de 3, 4 ans, 5 ans à taux zéro et qui remboursables, non pas à fonds perdus, mais qui puissent dégager une activité rentable. Et là, on ne serait plus dans des schémas de forcément des milliardaires qui prennent le contrôle de groupes de presse. Voilà. On peut être sur le fonctionnement participatif, hein, ça se développe aussi un petit peu. Pardon, on n'a plus beaucoup de temps, monsieur, merci de votre question. On prend celle de monsieur derrière, puis pardon, on en restera là, mais vous allez les retrouver entre midi et 2h. Vous pourrez poursuivre la discussion, monsieur. Je m'appelle Jacques Petit. La question part de vos deux constats. Le premier, que l'économie est en train de prendre le pas sur la politique pour la censure, et deuxièmement, que les bulles remplacent le terrain. Alors, à partir de ces deux constats, je me pose la question de comprendre pourquoi, lorsque les journaux, les médias, les télévisions, etc., font appel aux notions économiques, on ne voit arriver que des profs de sciences économiques et pratiquement jamais des profs de sciences de gestion. Or, les sciences de gestion, c'est l'entreprise, c'est le terrain, et ce n'est pas du tout la même chose que les sciences économiques. Alors, c'est une chose qui m'interroge depuis très longtemps. Est-ce que c'est de la faute des professeurs? Est-ce que c'est de la faute des médias? Quelle est votre idée? Au monde, vous devez avoir une idée là-dessus. Alors, pardon, Eric, on prend la deuxième question, comme ça je l'ai promis, puis vous ferez une réponse. Peut-être que, je ne sais pas quel est votre sujet, monsieur. Le monsieur qui est derrière, si vous voulez bien, madame, merci beaucoup. Oui, moi, c'est un peu plus ciblé. Il y a une émission que j'aime bien regarder, c'est dans l'air. Bon, c'est intéressant. Et il y a un inconvénient, c'est que je trouve qu'on tourne un peu toujours avec les mêmes, on tourne en rond un peu. Et bon, il y en a que j'aime bien, comme par exemple Eric, là, mais, ou les filles du Monde, par exemple. Mais votre question, monsieur. On voit beaucoup trop souvent, c'est Barbier, par exemple. Bon. Alors, ma question, simplement, est comment se fait le choix des invités? Et est-ce que vous êtes payé pour ça? Voilà, question pragmatique. Je vais peut-être laisser répondre Pascal sur les bulles et sur les experts qu'on invite. Alors non, on n'est pas payé pour aller. Je ne suis pas payé pour aller danser dans l'air. Je ne pense pas que les autres le soient non plus. Sinon, tu te fais avoir. Pardon? Oui. Donc, vous voyez, je suis cuit et recuit. Non, c'est intéressant votre question dans le sens où c'est une émission à laquelle je ne participais jamais avant. J'y suis allé depuis 1 an et demi. Et ils ont considéré que j'apportais quelque chose de différent, donc ils m'invitent régulièrement.
Mais c'est moi qui, quelquefois, mets le haut là parce qu'il y a des sujets sur lesquels je suis incompétent et donc je ne veux pas y aller parce que je ne vois pas ce que j'aurais à dire de plus que le Café du Commerce et je ne pense pas que les gens écoutent cette émission pour avoir le Café du Commerce, justement. Donc c'est vrai que c'est une alchimie entre des personnes, entre guillemets, qui passent bien, je pense, auprès de leur public, et puis un certain nombre de compétences. Moi, je suis un généraliste, donc il y a des choses, effectivement, quand il s'agit de Trump, j'y vais volontiers parce que je lis beaucoup de choses, je pense que je commence à avoir une connaissance, mais si c'était pour parler de l'intelligence artificielle, je passerai mon tour parce que, voilà, le problème souvent, c'est que quelquefois des experts, ils veulent aller partout, même s'ils ne sont pas experts de la chose, pour se montrer. Ça se voit. Alors Pascal, peut-être sur la bulle où on retrouve l'idée Oui, des non, experts. pourquoi la gestion est sous-représentée sur les plateaux? Alors, je ne sais pas, parce que c'est pas moi qui fais les plateaux, mais j'ai ma petite idée. Le jour où vous trouverez un gestionnaire charismatique et spectaculaire, il sera partout et vous n'en pourrez plus de lui. Voilà, monsieur. Vous allez devoir vous contenter de cet élément de réponse. Je suis désolé, on va en rester là parce qu'il est 11h15 et il y a une table ronde qui va nous suivre. Je vous demande de remercier très chaleureusement Eric Fotorino et Pascal Clark. Et notre animateur. Et gardons à l'esprit que l'époque est quand même formidable. Merci, beaucoup de journée.